Vous écoutez Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein? Il y a un éléphant dans le jardin. Un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Dans les romans de Marie Chartres, les héros des enfants pensent beaucoup, réfléchissent intensément. Ils s'interrogent face à ce monde dans lequel il leur faut grandir, qui les étonne, leur fait même un peu peur, dans lequel il faut faire sa place. Ils réfléchissent avec constance et une gravité à laquelle se mêlent pourtant légèreté et fantaisie. Des romans pour la jeunesse de Marie Chartres, 3 à ce jour publiés à l'école des loisirs. Dans ces romans-là, le quotidien de ces jeunes héros est à la fois simple et difficile. Simple car il y a des parents aimants, des copains ou des amis avec lesquels on se sent bien, une vie scolaire sans soucis particuliers, des plaisirs partagés. Difficile car il y a les questions restées sans réponse, la maladie qui fait disparaître ce qu'on aime sans qu'on puisse rien y faire, des adultes qui ne savent pas toujours dire ou faire ce qu'il faudrait, les mots qu'on aimerait entendre ou prononcer, des secrets ou des peurs qu'on voudrait savoir partager. Et Rose, Suzy ou Ismaël, les héros des 3 romans de Marie Chartres, ont en commun un grand sentiment de solitude. Pour Rose, l'héroïne de Bleu de Rose, parue en 2009 dans la collection Medium, la colère l'emporte souvent, car comment accepter que son frère Nathan soit cloué au lit par des araignées qui mangent ses poumons et vont le faire mourir? Ses pensées se bousculent, tout comme sa façon de raconter son histoire, ces quelques semaines où tout est chahuté et où une double rencontre plutôt, va lui permettre de trouver quelques réponses. Pour Suzy, l'héroïne de Les Anglaises, parue l'année dernière dans la collection 9, tout allait très bien jusqu'au jour où une remarque de la vendeuse de chaussures et surtout le reflet dans le miroir lui font comprendre la terrible vérité. Ses parents ne sont pas ses vrais parents. Sous forme de longues lettres qu'elle écrit à celle qui l'a certainement abandonnée, elle s'interroge, s'inquiète, pour reconnaître enfin qu'elle avait certainement eu la maladie des mauvais yeux. Dans Les Nuits d'Ismaël, paru en septembre, c'est encore la maladie qui bouleverse la vie du petit Ismaël, mais cette fois, celle terrible de sa mère, la mélancolie, comme elle l'appelle. Et malgré les super-pouvoirs qu'il croit posséder, tel celui de traverser les murs la nuit pour se retrouver dans le lit de sa mère chaque matin, celle-ci va disparaître définitivement. Alors à quoi peuvent bien lui servir ces super-pouvoirs? Une question à laquelle il ne trouve pas de réponse et qui le taraude. Et c'est sa propre dépression, ou plutôt le travail de deuil, comme on dit, que le petit garçon va devoir affronter pour comprendre et accepter la vérité dans ce roman court, mais d'une grande intensité. Marie Chartres sait se glisser avec finesse et poésie à l'intérieur de ses personnages pour dire leurs hésitations, leurs étonnements, leurs bouleversements ou leurs incompréhensions, et surtout leur solitude d'enfants qui doivent apprendre à grandir, aider en cela par leur imagination. Elle le fait avec légèreté et douceur, d'une écriture vive, imagée, précise et élégante, mais toujours à hauteur d'enfant, à travers les petits riens, les gestes et les sensations du quotidien. Aussi, pour évoquer ces 3 livres, nous sommes ravis d'accueillir ce matin Marie Chartres. Marie, bonjour. Bonjour Véronique. J'ai envie de commencer par lire aux auditeurs le premier chapitre des Nuits d'Ismaël. La nuit, Ismaël vole. Il passe d'une pièce à une autre sans même s'en apercevoir. Au départ, c'était parfois, puis c'est devenu souvent, pour devenir tout le temps. Il flotte dans l'air, ses pieds ne touchent plus terre. Il peut faire des pirouettes, des saltos et des triples boucles, jamais il ne tombe. Ismaël est devenu un petit garçon volant. Le soir, après avoir dîné des boulettes de viande et des têtes de brocoli, il part se coucher dans sa chambre. Sa maman vient le border et lui murmure des mots qu'il ne comprend pas toujours. Elle ne lui lit pas de livre, mais lui raconte une histoire, souvent la même, dans laquelle elle parle d'elle et de la mélancolie. Elle parle aussi du papa d'Ismaël, il est parti de la maison en début d'année. Au départ, le garçon se concentre pour bien l'écouter, suivre les mots qui sortent les uns après les autres de sa bouche. Des mots gris et tout mouillés, des mots que l'on sortirait de la machine à laver, trempés, essorés, puis chiffonnés. Lorsqu'elle a terminé de lui raconter son histoire, elle lui laisse ses mouchoirs en papier qui se sont transformés en petites boules souples et pleines d'eau. Ismaël les cache ensuite derrière son oreiller. Le lendemain matin, les mouchoirs en papier sont devenus durs comme de la pierre. Alors, le garçon pense que la mélancolie a disparu pour de bon. Il espère. Mais le pour de bon n'existe que quelques heures parce que le soir, ça recommence.
Ismaël a une sacrée collection de vieux mouchoirs. Il n'ose pas les jeter, il a peur, il ne sait pas pourquoi. Depuis quelques jours, Ismaël a découvert qu'il possédait un pouvoir magique. Ça se passe la nuit. Le soir, il se couche dans son lit et le lendemain matin, il a été téléporté et se retrouve dans celui de sa maman. « C'est fou, dit-il à sa mère. Je pourrais m'en servir quand je serai dans l'espace. » Sa maman hoche souvent la tête et ferme les yeux. Ismaël ne cesse d'y penser. Il formule des théories, des histoires folles. Mais il est certain d'une chose, une cape magique lui pousse derrière le pyjama. Une sorte de cape rétractable qui se déploie dans son dos pour l'élever dans les airs et l'emmener loin de son lit. Évidemment, son pouvoir ne fonctionne que la nuit. Mais Ismaël a beaucoup d'espoir. Bientôt, il s'envolera aussi dans la journée. Il attend simplement que quelqu'un lui explique sa mission. Un messager mystérieux. Il faudrait qu'on lui donne des indices. Une cape la nuit, il faut bien que ça serve à quelque chose. En y réfléchissant bien, voler dans le salon, il ne voit pas à quoi ça pourrait servir pour sauver le monde. Il se dit que c'est une sorte d'apprentissage qu'on le met à l'essai pour le tester. Qui, Ismaël, est-il censé sauver? Quelqu'un? Le monde? L'univers? La nuit, il se passe quelque chose de magique. Il y a tant d'explications, mais un seul résultat. Ismaël se réveille presque toujours à côté de sa maman. C'était donc le premier chapitre de Les Nuits d'Ismaël de Marie Charte, publié dans la collection 9 à l'École des loisirs. Alors je vais commencer par une question la plus évidente, la suite de l'histoire. Ismaël va continuer à se poser beaucoup de questions. Dans le reste de l'histoire, on va suivre sa vie, son quotidien auprès de sa maman. On apprend que ses parents sont séparés. Son père ne supporte plus l'ambiance familiale, on dira. Donc, on suit Ismaël entre ses journées à l'école, les questions qui se posent et les nuits qu'il passe, c'est-à-dire en imaginant des choses, en croyant beaucoup de choses. Et après, je ne sais pas si je dois raconter plus. Ah ben comme vous voulez. C'est vrai que moi, ce qui me motivait dans l'écriture de ce livre-là, c'était approcher la thématique du suicide. Alors je voulais écrire au départ un livre pour les encore plus jeunes. Je voulais écrire une première lecture, me lancer ce défi-là. Ce qu'on appelle une première lecture, un livre pour les lecteurs débutants, c'est-à-dire voilà. 8 ans, 7-8 ans. Oui, voilà. Tout en abordant ce thème-là, le suicide. Et c'est vrai que tout en écrivant, je me posais moi-même la question, est-ce que j'ai le droit, rien qu'au niveau de l'éthique, d'évoquer ce thème-là pour les vraiment plus petits. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que la narration s'est un peu plus étendue. Je sentais que j'avais d'autres thèmes à exploiter. Et puis, il y avait aussi la question de la forme, du style. Comme j'aime beaucoup utiliser les images, les métaphores, je sentais bien que ça me menait vers des endroits où au départ j'avais pas forcément envie d'aller, et je me suis laissée surprendre, et voilà, la narration s'est faite un peu plus grande et ça aboutit à un texte pour les 9-10 ans, on dira. Alors vous dites que c'est un livre sur le suicide, c'est un mot que moi je n'aurais pas employé, donc je suis presque étonnée de vous l'entendre dire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus sur la maladie, la difficulté à vivre et de continuer à vivre, mais le mot suicide, c'est-à-dire le passage de l'autre côté, il est pas évoqué dans le roman. Mais justement, c'était l'exercice que je m'imposais. Pour moi, c'était un livre sur ce thème-là, à condition de l'enfouir sous d'autres sujets. C'était parce que je me voyais pas m'adresser aux plus jeunes en ne sortant que ce thème-là. Donc, évidemment, ça passe sous couvert d'autres sujets comme l'imagination, l'amitié, la douceur, la tendresse, le mensonge. Mais tout ce qui sort de ça, c'est comment faire le travail de deuil, comment affronter la mort d'un parent, par quoi on passe pour dépasser ça. Voilà. Alors pourquoi vous aviez envie d'écrire sur ce sujet-là, en sachant, puis on y viendra en parlant des autres
des autres textes que la maladie, que ce soit celle d'un enfant ou d'un adulte, est très présente dans vos romans, mais effectivement c'est dans celui-ci où vous parlez de la maladie mortelle entre guillemets d'un adulte. C'est parce que c'est un sujet qui vous préoccupait personnellement ou parce que vous pensiez que dans la production pour la jeunesse, on l'abordait trop rarement? Non, non, c'est pas du tout par comparaison ou par manque de ce sujet-là. Au départ, oui, ça vient d'un questionnement personnel, et c'est surtout que je crois que quand j'écris pour la jeunesse, j'ai toujours une image qui me vient en tête, c'est j'écris pour les enfants qui se réveillent la nuit et qui ont peur. Voilà, parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, et j'avais l'impression qu'il fallait que je m'adresse à ces enfants-là. Donc, je tourne autour, c'est vrai, depuis le premier livre, je tourne autour du motif de la peur. Après, c'est la peur face à la maladie, face à la mort, face à l'angoisse, face aux questions. Mais s'il y avait une thématique commune, ça serait celle de la peur, je pense. Donc la peur qui taraude chacun de ses enfants, la solitude qui en découle, parce qu'on n'est jamais autant seul que qu'on a peur. En revanche, dans vos romans, les adultes sont très présents. Oui. Sont des parents ou des enseignants ne sont pas très présents. Mais il y a Françoise, par exemple, l'aide familiale qui vient là. Sont des adultes qui sont très proches de l'enfant, qui ont bien sûr leurs failles, mais avec lesquels, lui, il se sent bien. Oui, ce que je voulais montrer, c'est aussi des modèles de force ou de douceur. Dans les Anglaises, je voulais vraiment dessiner le portrait de parents très encadrants, très aimants, très doux, très compréhensifs, qui n'ont pas toujours l'usage de la parole au bon moment, mais dans la présence, les silences, l'ambiance, voilà, ils sont là. Après, les nuits d'Ismaël, c'est un peu plus particulier parce que pour moi, ça comptait vraiment de faire le portrait d'un père présent, silencieux, mais aimant. Après, la question de la maman est malade. Donc, de toute façon, dans ce livre-là, je voulais pas faire forcément le portrait de cette mère-là. C'était vraiment, comme vous expliquiez au départ, c'est vrai qu'à hauteur d'enfant, ça compte beaucoup pour moi. Ce qui ne vous a pas empêché quand même d'introduire, entre guillemets, le psychanalyste. Oui, parce que je voulais mettre en place une évolution, une confrontation des mensonges d'Ismaël, et par des questions plus ou moins anodines, j'ai l'impression que le médecin peut le faire progresser. Oui, il y a un livre aussi que j'avais beaucoup aimé lire il y a quelques années, il est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Nanook et moi, de Florence Sévos. Et dans ce livre-là, elle fait le portrait d'un médecin que je trouve magnifique. Donc je pense que j'ai beaucoup été influencée par ça. Non, mais c'est vrai que j'insiste un peu sur la présence du psychanalyste, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans les livres pour enfants, on en met beaucoup, mais en général, on les appelle psy, non pas psychanalyste. Et moi, le titre en entier me semble important, c'est-à-dire souvent présenté comme un personnage distant, négatif, peut-être qui peut faire un peu peur. Et là où pour vous, au contraire, c'est un aide et un appui. C'est qu'il faut utiliser, entre guillemets, les personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Voilà, c'est celui qui peut aider à définir les choses, toujours en utilisant la douceur, et qui va proposer une certaine forme de solution. Dans l'histoire, il y a un petit chien qui arrive dans la vie d'Ismaël, et c'est ça qui va l'aider à comprendre beaucoup de choses. Bon, il y a pas mal de symbolique aussi dans le livre, hein, je m'en cache pas. Oui, que ce soit effectivement ce chien qui d'ailleurs va s'appeler Mélancolie ou Mélancolia. Mélancolie. Et puis son ami Birdie, qui lui est un passionné de nuages, je vais dire d'astronomie, mais non, c'est plutôt de nuages, et là aussi avec une symbolique forte d'ouverture vers l'extérieur. Oui, c'est vrai que le double sens dans le livre comptait beaucoup pour moi. Ce livre-là, je l'ai vraiment écrit autant pour les enfants que pour les adultes. Donc les adultes comprendront assez facilement les doubles sens.
c'est vrai que les nuages, il y a le symbole du ciel, des gens qui sont là-bas, et en même temps, c'est synonyme d'évasion, d'imagination, d'ailleurs. Enfin, voilà, rien que par l'intermédiaire de Birdie, j'avais l'impression d'aborder plusieurs thèmes. Mais je me laisse aussi surprendre par l'écriture, parce qu'au départ, le petit copain Birdie n'existait pas. J'ai présenté une première version à l'éditrice qui m'a demandé de rectifier certaines choses et peut-être de montrer qu'Ismaël n'était pas complètement seul. C'est vrai que ma tendance est toujours de laisser les enfants seuls. Voilà, et c'est peut-être un défaut. Donc voilà, dans les anglais, c'est pareil. L'héroïne qui s'appelle Suzy dans l'écriture au départ n'avait pas de meilleure amie, et je l'ai intégrée au fur et à mesure parce que c'était un Vous les intégrez, mais vos héros se fâchent avec, et dans l'un et dans l'autre. Oui, c'est vrai. Eh ben, parce que Donc vous les évincez quand même. Oui, c'est une manière pour moi de montrer que la solitude, elle est prédominante dans l'univers de ces enfants-là. Et que c'est comme un combat, hein, je crois, faut combattre la solitude et puis les questionnements. Et à ce moment-là, on arrive peut-être aux solutions. À vous entendre, on pourrait croire que ce sont des romans tristes, que celui-ci est un roman triste, mais pas du tout. Pas du tout, parce que justement, il y a quand même les choses du quotidien qui sont là. Par exemple, si on en reste à son amitié avec Birdie, les nuages, c'est la découverte des différents nuages, des choses très concrètes, très matérielles, sur lesquelles font que la vie de tous les jours est quand même heureuse. Voilà, et j'ai l'impression que c'est par les détails que le côté un peu fantasque ou drôle de la vie passe. Birdie, donc le meilleur ami d'Ismaël, porte des chaussures rouges de cow-boy, et j'adorais, je l'imaginais vraiment, ce petit garçon avec ces chaussures-là. Donc j'ai besoin de ces petits détails-là pour approcher le monde des sensations, des ambiances, des atmosphères. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'un livre se construit. Il y a plein d'auteurs qui feront ça par les dialogues. Moi, je pense que c'est d'abord le monde des sensations. J'ai l'impression que je suis plus à l'aise là-dedans. Alors si on reste sur le niveau des sensations, donc là ce que vous venez de dire, et puis il y a une sensation, j'allais dire presque première dans votre livre, c'est la place de la couleur. Oui. Donc que ce soit le rouge, donc vous venez de parler des bottes de cow-boy qui sont rouges, mais le rouge de la colère, mais aussi le rouge du sang pour lui, que ça va être le blanc des nuages, le bleu du ciel ou le bleu de l'eau dans bleu de rose. Ces couleurs-là, vous les voyez quand vous écrivez ? Oui, il y a une question d'immédiateté. Voilà, j'écris un mot et j'ai l'impression que ce mot-là a une couleur particulière, qu'il faut qu'il s'intègre à l'histoire. Mais ça me vient beaucoup des lectures que je peux faire, plus des lectures adultes. Il y a une auteure américaine qui s'appelle Laura Kazishke, qui vient de publier un roman d'ailleurs, et c'est vrai qu'elle a une manière incroyable d'utiliser la couleur pour faire passer les angoisses, la séduction, l'amour, et souvent d'adolescentes ou d'adolescents d'ailleurs. Exactement, et il y a une sensation de lecture qui est immédiatement physique, et peut-être que c'est aussi ça que je veux approcher dans l'écriture. Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors je t'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un. On le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de triozo, qu'on fera pas de marmot, pour l'heure qu'elle est.
Mano Solo sur Allegre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin en compagnie de Marie Chartres, auteur de 3 romans pour les enfants, Les Nuits d'Ismaël, Les Anglaises, Bleu de Rose, 3 romans parus à l'école des loisirs. Marie Chartres, vous savez pourquoi on vient d'entendre Mano Solo? Oui, je crois savoir. C'est une chanson dont je me suis servie pour Bleu de Rose. Je l'écoutais beaucoup en écrivant cette histoire-là. Et pour moi, c'est typiquement le genre de chanson qui, à la fois, est emplie de hargne et de douceur. Et j'aime beaucoup cet équilibre-là. C'est ce que j'espère aussi faire dans les textes. Et comme est plutôt l'héroïne de Bleu Rose qui cherche son équilibre. Oui, exactement. Mais s'il fallait effectivement qualifier vos romans, on a envie de dire, moi j'aurais envie de dire qu'ils sont toujours sur une crête, justement, que vous essayez et que vous gardez toujours un équilibre entre effectivement ce que vous venez de dire, la violence et la douceur, le pathos et la joie de vivre et l'empathie avec le lecteur et puis la place que vous lui laissez. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que Bleu de Rose, à la fois dans le fond et la forme, c'était vraiment l'équilibre que je voulais travailler. Comme tous ces passages où les personnages sont à la piscine et puis ils s'inventent un espèce de jeu assez poétique où quand un personnage plonge dans l'eau, il faut le prendre en photo au moment même où le corps va plonger, la microseconde avant. Et c'est un exercice très délicat, ça nécessite beaucoup d'équilibre. Et voilà, c'est un peu l'image de mes livres, enfin en tout cas ce que je tends à faire, c'est vraiment l'équilibre entre la douceur et la violence de la vie, parce que la vie c'est exactement ça, ce point entre ces deux notions-là, à mes yeux. Chacun de ces héros dans les livres, je dis en introduction, ce sont eux qui parlent. En tout cas, dans Bleu de Rose et dans Les Anglaises, c'est un je. Dans Les Anglaises, c'est sous forme de correspondance, qui s'adresse à une personne qui est là ou pas. Dans Bleu de Rose, c'est beaucoup plus un témoignage, on va dire, et puis surtout une romancière en herbe, puisque ça commence par « c'est le début de l'histoire » et ça va se terminer par une phrase qui est « c'est le début d'une autre histoire ». Et dans Les Nuits d'Ismaël, vous avez utilisé un « il », une troisième personne, mais qui est en même temps un « je », c'est-à-dire qu'on est en permanence dans les pensées d'Ismaël, tout en n'y étant pas, c'est-à-dire tout en posant un regard sur ce que lui voit. Donc là encore, c'est un subtil équilibre, mais je ne sais pas pourquoi, je vous imagine reprenant sans arrêt le crayon pour ne pas vous tromper dans le choix des mots. C'est vrai que le défi d'Ismaël, déjà, c'était aussi d'utiliser un personnage de petit garçon, parce que la voix de l'adolescente dans Bleu de Rose, il est arrivé assez facilement. J'avais l'impression que j'utilisais plus ou moins ma voix intérieure. Après, Les Anglaises, ce qui a été compliqué, c'était la rédaction des lettres. Et dans Ismaël, c'est vrai que le passage à la troisième personne, il était important pour moi, vu l'objectif que je m'étais fixé. Et comme l'histoire était aussi assez personnelle à mes yeux, c'était important pour moi de ne pas plonger dans un jeu qui aurait été trop compliqué. Donc, il fallait que je sois à côté. J'avais besoin de mettre une distance et en même temps, j'avais l'impression aussi d'arriver à plonger dans les pensées d'Ismaël et dans ce qu'il voyait. Comment vous les construisez, vos personnages, vos héros? C'est vraiment sur la découverte au fur et à mesure. Ismaël, l'histoire est venue une nuit d'insomnie. J'ai visualisé ce petit garçon qu'entendait toujours ce bruit d'une cloison qui s'ouvrait la nuit. Bon, moi, c'est un bruit que j'ai en moi depuis l'enfance, donc je voulais retraduire ça. Après la construction, c'est vrai que l'ami, le petit copain est venu progressivement. La présence du père, elle s'est dessinée au fur et à mesure. Je savais comment l'histoire allait progresser, quel allait être le milieu du livre et quelle serait la fin. Pour moi, je veux toujours, quand j'écris, j'ai vraiment l'impression de
visiter des maisons. J'entre dans une maison, je vois si les fenêtres sont fermées, si les volets sont fermés. J'essaie de voir si je suis bien, puis j'en visite une autre. Est-ce que l'espace me convient? Et la fin de mes livres, je les dessine de cette manière, c'est-à-dire que je montre qu'il y a une porte, et cette porte-là, c'est au lecteur de l'ouvrir ou de la laisser fermer. Voilà, j'ai toujours envie de laisser un questionnement. Comme pour les personnages, Oui. comme pour les héros. On a évoqué tout à l'heure les amis avec lesquels vous n'avez pas forcément une relation facile à les mettre. Est-ce que pour vous, en tout cas, du coup, moi c'est ce qui m'est apparu, c'est que l'amitié ne va pas de soi. Il faut aller les chercher, ses amis, et il faut savoir les garder, même à 7 ans, 8 ans. Oui, je pense que l'amitié, quand on est enfant, c'est pas du tout naturel. C'est, comme vous dites, c'est de l'ordre de la progression et de la construction, parce que ça se base sur la confidence. Et la confidence, enfin, en tout cas, je parle pour moi, elle n'était pas innée quand j'étais enfant. On retient énormément. Alors, on peut être dans le domaine du jeu, mais quand on commence à aborder la question du dialogue, de la communication, de la conversation, je pense que c'est beaucoup de construction. Donc, on utilise à la fois la vérité, mais aussi le mensonge. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on utilise comme sujet pour faire passer autre chose. Enfin, voilà, l'amitié, ça m'inspire, oui, beaucoup. En revanche, ce qui est beaucoup plus facile, c'est, je sais pas si c'est le bon terme de dire les choses comme ça, c'est que j'ai remarqué que les mères de famille, en tout cas dans les 2 premiers romans, aiment bien faire à manger. Ah, j'avais pas remarqué. Alors ça, c'est typiquement, comment dire, il y a quand même des parties très, comment dire, qui sont de l'ordre de l'imagination, et ça, c'est ce que j'aurais aimé vivre quand j'étais enfant. Des bons petits plats que vous attendez au retour de l'école. Que j'avais pas forcément. Donc là, je pense que c'est de l'ordre du fantasme. C'est dans un des romans, je ne sais plus lequel, la mère met n'importe quoi dans la cocotte, oui. mais c'est succulent. Je crois que c'est dans Bleu de Rose. Oui, j'avais pas remarqué. Et dans l'autre, je crois que c'est dans Les Anglaises. Elle ouvre, les recettes sont ce soir on mange la page 138 parce que c'est la page 138 du livre de recettes. Je pense que les repas, c'est là où il y a la communion entre les personnages aussi. C'est le moment où on se réunit, c'est le moment où on peut se disputer, c'est le moment où on se confie. Donc oui, je pense que pour la narration, c'est aussi pratique pour moi d'organiser des scènes de repas. Oui, puis c'est aussi le fait quand même là que la vie de tous les jours, elle peut être gaie sans en perpétuel questionnement. Est-ce que vous avez l'impression, je crois que vous m'avez déjà répondu, d'écrire pour les enfants? En tout cas, est-ce que l'enfant lecteur est là dans un coin de votre tête quand vous écrivez, ou c'est à l'enfant que vous étiez ou que vous fantasmez? Alors là, je vais utiliser une formule qui n'est pas de moi. C'est un auteur de théâtre qui s'appelle Fabrice Melchior, qui écrit à la fois pour les enfants et pour les adultes, qui explique que lui, il n'écrit pas pour les enfants, mais il écrit depuis l'enfance. Et ça, c'est une formule que j'adore et que je trouve parfaite. C'est vrai que j'essaie de retourner depuis un lieu, depuis une émotion, et c'est de là que naît l'écriture. Après, c'est vrai que quand je me relis, quand je fais le travail de réécriture, je fais très attention à savoir à qui je m'adresse. Mais au moment précis de l'écriture, je me place dans ce lieu-là qu'était l'enfance. Mais j'ai pas de destinataire très précis au moment où j'écris. Je pense à un lieu, en fait. Est-ce que c'est difficile pour vous d'écrire? Parce qu'on a l'impression que chaque mot est tellement à sa place. Et quand on parle tout à l'heure d'équilibre, de justesse des mots, des phrases, des émotions, on imagine, oui. Enfin, moi, j'imagine que c'est difficile pour vous. J'ai l'impression d'être très lente au niveau de l'écriture. Je ressasse beaucoup. Par contre, au moment où ça sort, j'ai l'impression que la phrase est à peu près bonne. Je passe pas des mois et des mois en réécriture. Mais par contre, c'est le moment de l'écriture qui est douloureux pour moi. C'est vrai que l'écriture, c'est à la fois une souffrance et un plaisir, mais la souffrance est quand même très présente. Donc votre
Votre premier roman a paru il y a 2 ans, 2 ans et demi Oui. maintenant, à l'École des loisirs. C'est vous qui avez choisi l'École des loisirs ou elle est venue à vous? Non, c'est moi qui ai choisi parce que quand j'étais jeune, la lecture c'était très important et je lisais beaucoup de livres de l'École des loisirs avec Mario de Muraille ou Judy Blume. Enfin, c'était j'étais Vos tout le lectures temps. d'enfance. Voilà, l'École des loisirs c'était vraiment un repère pour moi et au moment de Bleu de Rose, je l'ai envoyé qu'à un seul éditeur, c'était l'École des loisirs, et ils m'ont répondu au bout d'une semaine. Donc c'était très miraculeux et très magique pour moi, mais j'ai l'impression que c'est une forme d'hommage. Ça m'a procuré tellement d'énergie et ça m'a tellement appris de lire leurs livres que voilà. Vous disiez tout à l'heure que Les Nuits d'Ismaël, l'éditrice, vous avez accompagné dans le travail Oui. d'écriture. Est-ce que ça a été le cas pour Bleu de Rose, pour le premier? Bleu de Rose, non. Il a été accepté presque tel quel. J'ai fait quelques petites retouches, Quand même, oui. mais ça a été très, très facile. Les anglaises, après, il a fallu que je retravaille, mais je suis contente au contraire parce qu'apprendre le retravail, c'est aussi important, je pense, dans le métier d'auteur. Ça permet d'avoir un autre accès sur son écriture. Et donc Les Nuits d'Ismaël, je pense que leur regard, le regard de l'École des loisirs a permis plusieurs ambiances à ce livre-là. C'était important. J'ai envie de saluer aussi le travail des graphistes, des Oui. couvertures. Et donc, il y a eu pour Bleu de Rose celui... d'Hélène Millot. Son nom n'est pas indiqué sur la couverture, c'est dommage. Et donc, celui de Gwen Legac, Oui. qui a réalisé les couvertures très colorées des Nuits d'Ismaël et des Anglaises, avec une sorte de travail de papier découpé, on dirait. Oui. Donc, qui apporte aussi beaucoup de vivacité à la présentation Oui. des livres. Il y a une énergie qui est là, qui est immédiate. Et en plus, étant donné que les couleurs sont importantes dans mes livres, je trouvais que c'était très approprié. Et ensuite, pour Les Nuits d'Ismaël, c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée que le petit chien Mélancolie soit porté par Ismaël. Et il y a une symbolique que j'aime beaucoup. Alors, on va évidemment dire, je trouve que ces 3 livres-là s'adressent à l'intimité du lecteur, Oui. du jeune lecteur, qu'on imagine, en tout cas moi, je n'imagine pas trop des enfants en discuter en groupe. Mais est-ce que ça vous est quand même arrivé? Alors pour Les Nuits d'Ismaël, c'est encore C'est trop trop tôt, mais j'ai vraiment hâte d'être confrontée à leurs réactions. Mais par contre, je suis intervenue en milieu scolaire pour Bleu de Rose et les Anglaises. Et là, ils se posent des questions à hauteur de leur âge. Donc la question de l'adoption, elle était très présente dans l'esprit des élèves que j'ai pu rencontrer. Dans Bleu de Rose, c'est vrai que c'était la question de la maladie. Moi, je suis intervenue dans un collège où il y avait une jeune fille qui sortait de l'hôpital, par exemple. Donc, elle a vu une phrase toute simple, mais m'avait dit, vous savez, votre livre, c'est vraiment la réalité. Et voilà, je crois que c'est un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir. Et puis c'est pour ces enfants-là que vous écrivez. Oui, en partie. Dernière question, Marie-Charles, donc vous écrivez aussi pour les adultes. Oui. Et vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec un jeune éditeur. Oui, c'est une maison d'édition qui n'existe pas, mais qui va bientôt naître, qui s'appelle les Éditions des Inaperçus. Et a priori, le projet pourrait voir le jour l'année prochaine. Mais donc, vous avez quand même des textes déjà publiés. Oui, alors mon premier texte s'appelle Cette bête que tu as sur la peau, donc est destiné aux adultes et c'était aux éditions du Chemin de Fer. Et c'est ce texte-là qui a donné naissance aux Nuits d'Ismaël. Les thèmes sont assez semblables, sauf que le traitement n'est pas le même. Mais j'avais besoin de traiter ces thèmes-là grâce à Ismaël. J'avais l'impression d'approcher une douceur et du courage, et ça m'a fait du bien. Marie Chartres, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, Les Nuits d'Ismaël, qui vient de paraître dans la collection 9 à l'École des loisirs, précédée par Les Anglaises dans la même collection, c'est-à-dire des livres qui s'adressent à des enfants de 9 ou 10 ans. Et puis, un an auparavant, Bleu de Rose, Marie Chartres dans la collection Médium. Et là, c'est le récit d'une lycéenne. Marie Chartres, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique.
À la prochaine. À plus. 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 À la prochaine. À la prochaine, à plus, 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 à la prochaine, à la prochaine.